Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis ce 8 mars 2021 pour célébrer ensemble la Journée internationale des droits des femmes. Je crois que c'est toujours un moment important et je voudrais, pour illustrer cet avis que j'espère vous partager, revenir juste un tout petit peu en arrière. La lutte pour obtenir des droits fondamentaux n'est pas si ancienne que ça. Il faut remonter au début du XXe siècle pour que des femmes aient obtenu des droits qui aujourd'hui paraissent complètement évidents. Je vais prendre deux exemples. Le droit de vote. Pratiquement, le droit de vote est acquis aujourd'hui mondialement, à quelques exceptions près, pour les femmes. Ce n'est pas si ancien. Un petit clin d'œil pour la France. 1946, droit de vote des femmes. 26 ans après les États-Unis d'Amérique. 26 ans après l'Allemagne. Un autre exemple, le droit de travailler sans demander l'autorisation à son mari. Je sens que vous souriez. Et aussi d'ouvrir un compte bancaire pour les femmes. Pas si vieux que ça. 1965 en France. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons poursuivre. Aujourd'hui, c'est quoi l'actualité? L'actualité, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité des salaires, c'est l'égalité dans la progression de carrière, c'est le choix. Peu importe qu'on soit une femme ou un homme, c'est le choix, la liberté de choix. C'est également l'accès à des fonctions de pouvoir. Et je pense que sur ces sujets, la profession comptable dans son ensemble peut être actrice. C'est pourquoi ce jour, pour célébrer ce 8 mars, j'ai le plaisir de recevoir nos deux présidents nationaux des institutions de la profession comptable. Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Si vous permettez, je vais commencer par poser mes questions à Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Françoise. Je te remercie vraiment d'être avec nous. C'est un plaisir. Oui, mais c'est important. Ta présence, ta profession que tu représentes, c'est important que tu sois là et vraiment je t'en remercie. Alors, je vais te poser ma première question. Tu dois savoir que l'ONU a décrété pour cette journée du 8 mars un thème, comme chaque année. Le thème cette année, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Il y a des mots là-dedans. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce choix de thème? Ça évoque d'abord, merci Françoise de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur ces sujets qui sont effectivement essentiels, qui sont structurants pour l'avenir de nos sociétés. Ça m'inspire l'idée, on parle de leadership féminin. Et on contextualise ce sujet du leadership féminin avec celui du Covid. Effectivement, la Covid-19 est un sujet qui doit porter toute notre attention, voire un élément d'inquiétude. On se bat tous depuis des années parce qu'on croit profondément en l'idée que la montée en puissance de la présence des femmes dans le leadership est un élément fondamental, essentiel, qui participe d'ailleurs, je dirais, à l'amélioration de l'intelligence collective, l'amélioration des process décisionnels, et on sait qu'on a tous à gagner dans cette dynamique. Et ce travail-là, que l'on mène depuis déjà de nombreuses années pour faire qu'on casse ce plafond de verre, qu'on favorise justement l'accès des femmes aux plus hautes fonctions de notre société, pas simplement parce qu'il faut le faire, hein, on est d'accord, c'est pas juste parce qu'on a décrété que c'était une bonne idée, c'est juste parce que c'est une bonne idée. Parce que fondamentalement, si on ne fait pas ça, on ne va pas dans une société qui progresse. Et donc, d'ailleurs, on parle de futur égalitaire, mais on parle effectivement, du coup, indirectement, donc d'un futur de progrès. Et donc, ce qui est inquiétant quand on contextualise avec le Covid-19, c'est que c'est une réalité. Le Covid-19 a un impact extrêmement violent, en particulier sur les femmes, sur l'accès au travail, sur effectivement, je dirais, c'est les premières victimes, malheureusement, du Covid-19. Et là, à nouveau, on recrée des inégalités. Alors, ce qu'il ne faut pas, et c'est là que c'est important de poser cette question, c'est de faire que, c'est même pas freiner, c'est que finalement, on revienne en arrière, que l'effet du Covid-19 remette en cause ou nous remette en arrière par rapport à tous les efforts qu'on a mis en œuvre. Et quand on constate dans certains task force qui ont été constituées par certains pays pour justement faire face à la crise Covid, et qu'on voit que dans certains cas, il n'y a absolument aucune présence de femmes, je suis un peu choqué. Donc ça doit nous interpeller, en tout cas ça doit nous amener à nous alerter, à être vigilants.
continuer le discours, continuer l'acculturation, défendre la pertinence et de faire que non seulement le Covid-19 ne soit pas ni un frein, ni même un retour en arrière, mais qu'au contraire, dans l'avenir, parce que derrière le Covid-19, il y a le futur, parce qu'on parle du futur égalitaire. Oui. Le Covid-19, forcément, la Covid pose des questions de fond sur notre société de demain. On a bien compris que les enjeux RSE qui étaient déjà au centre de nos débats va prendre encore plus de dimensions. Et si on veut construire une nouvelle société post-Covid-19, on va parler de relance économique, mais pas uniquement, puisqu'on voit bien que ça a interrogé bien au-delà de l'enjeu économique et sanitaire. Eh bien, il faut qu'on mette les conditions pour faire que, justement, on profite, quelque part, de ces nouvelles réflexions pour dire, mais justement, attention, il y a des sujets qui sont fondamentaux, qui ont peut-être pris un coup dans l'aile pendant la crise de Covid-19, mais qui, finalement, à la sortie de cette crise, doit au contraire donner une impulsion nouvelle et avancer encore plus vite, parce qu'on a vu que c'était fondamental, et pas l'inverse. C'est pas de dire, bon, bah, c'est pas un sujet prioritaire, et puis finalement, on perd du temps. Et donc, ça m'inspire, ce thème-là, ça m'inspire cette idée que nous devons plus que jamais être vigilants et continuer le travail, continuer la pédagogie et la communication pour faire que notre société de demain doit se construire dans cette dynamique d'égalité homme-femme, parce qu'elle a du sens pour notre société. Le futur, tu le dis, Yannick, tu es dans une profession qui est en première ligne sur la crise économique et sociale de la Covid-19, une profession qui est citoyenne, une profession qui a toujours défendu son rôle citoyen. Alors, tu dois aussi savoir que nous fêtons cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, mais aussi les 10 ans de l'association Femmes Experts Comptables, qui a été créée pour rebondir sur cette loi, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un rôle important, et aussi parce que les femmes experts comptables peuvent rejoindre des conseils d'administration. Tu sais qu'on fait des formations pour ça. Alors, cette loi Copé-Zimmermann, évidemment, les quotas, on ne peut pas dire que nous, les femmes, nous étions ravis d'être des femmes quotas. Hein. Pour autant, c'est un succès. C'est un succès qui montre ses limites, mais c'est un succès. Le gouvernement actuellement propose de l'élargir, COMEX, CODIR. L'AFEC a fait des propositions qui tournent autour d'une réalité que nous connaissons. Toi, commissaire aux comptes, président de cette grande profession, nous connaissons cette réalité. Une loi, oui, des sanctions, oui, mais entre les deux, qui s'occupe du sujet? Quel est ton avis sur le rôle que peuvent avoir les commissaires aux comptes sur l'application de cette loi Copé-Zimmermann et de ces éventuels nouveaux champs d'application comme les COMEX et les CODIR? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commissaire aux comptes? Alors, c'est une question de fond, mais déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on peut faire concrètement, il y a déjà la légitimité qui est la nôtre à pouvoir agir dans ce sujet-là. Je crois que nous faisons partie, avec les experts comptables, des acteurs qui sont plus près des dirigeants, plus près des gouvernances. Et donc, quand notre parole a de la valeur, elle a du poids, nous sommes porteurs de valeur ajoutée. Alors, tu disais d'ailleurs que la profession est une profession citoyenne. J'irais même aujourd'hui qu'elle doit être même plus que citoyenne, elle est engagée. Nous sommes des citoyens engagés parce que notre statut de commissaire aux comptes, ce n'est pas un statut comme un autre. On porte une mission d'intérêt général forte. Dans les enjeux de demain, au travers la reprise, la relance économique, la sécurisation et la transparence qui va être nécessaire demain autour justement des nouveaux enjeux, on a un rôle à prendre et on s'engage très fort, on va s'engager très fort encore plus à l'occasion de cette sortie parce qu'on a besoin de cette solidarité. Et donc du coup, oui, on a un rôle à jouer au-delà de la partie économique, qui est tout ce qui tourne autour de la RSE au sens large, des enjeux extra-financiers. Et les entreprises nous en parlent de plus en plus. Et elles vont venir nous interroger, nous solliciter, nous interpeller sur ces sujets. Et le sujet de la parité, de la présence des femmes dans les organes de gouvernance est un sujet majeur. Alors quel va être notre rôle? D'abord, notre rôle, il est d'abord de se poser la question de savoir ce qui se passe chez nous. Parce qu'avant de commencer à pouvoir, je peux m'exprimer l'expression, faire de la pédagogie ou expliquer aux autres que c'est bien de faire, encore faut-il déjà que chez nous, oui, on balaye devant notre porte et regarder si dans nos propres organisations, qui sont pour certaines d'entre elles très significatives, est-ce que déjà nous-mêmes, nous appliquons ce qu'on veut demain porter comme message. Et ça, notre rôle de profession, c'est de continuer justement à promouvoir qu'au sein même de nos cabinets, au sein même de nos organisations, compagnies nationales, compagnies régionales, il y ait des collaborateurs où il y ait de la parité, et surtout de la gouvernance de nos cabinets, la présence des femmes. Or, on constate justement, et là on va permettre de rebondir sur Copé-Zimmermann, c'est que
là où on a gagné, on voit bien une féminisation des collaborateurs, on voit une féminisation de la profession, mais qui est plutôt de l'ordre du 50-50, mais quand on commence à rentrer au niveau de la gouvernance, on est encore au niveau de 25%. Donc, si on regarde l'histoire, tout ça s'est amélioré, mais il y a encore des espaces de progrès. Donc, je pense qu'il faut partager avec nos dirigeants le fait que, déjà, leur dire, mais vous savez, nous aussi, on travaille sur ces sujets-là, et on est aussi dans une démarche de progrès. Leur dire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est une démarche qui se fait progressivement, mais elle a du sens, et on donne du sens aussi en montrant que nous-mêmes, nous mettons en place ces dispositifs. Au niveau de la compagnie nationale, alors que contrairement à l'ordre, qui lui a même des obligations légales au niveau de ses élus, nous on n'a pas, mais on s'est attaché à ce que, justement, nous ayons un maximum possible, parce que je vais parler de cette problématique-là, d'élus féminins, de manière à ce que justement il y ait un maximum de parité, sans avoir la contrainte. On ne l'a pas la contrainte, mais c'est parce qu'elle n'existe pas, encore une fois qu'elle n'a pas de sens, et on s'est attaché à essayer d'avoir un maximum de présence féminine. Sauf que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on analyse ces chiffres, déjà au sein de notre profession, c'est pas si simple d'atteindre les objectifs qu'on se donne, qu'ils soient contraignants ou qu'ils soient décidés par choix. C'est qu'on voit bien qu'il y a ces plafonds de verre, mais que ces plafonds de verre sont liés souvent à des poids culturels, à des habitudes, à parfois les personnes qui se censurent. Moi, je peux le partager dans mon cabinet, j'ai essayé de travailler sur ces sujets-là, et je me suis dit, mais pourquoi on a du mal, bien qu'on mette en place des dispositifs, à arriver à faire monter en puissance pas plus de femmes dans nos gouvernances. Et on s'aperçoit que il faut creuser les sujets, les approfondir et mettre en place des dispositifs qu'il faut bien pour faire que, justement, ces jeunes experts comptables qui arrivent, stagiaires, qu'on leur donne les moyens de se dire « Ah oui, mais malgré la contrainte peut-être parfois familiale, culturelle, familiale, etc., on leur donne les moyens d'accéder. » Parce que quand elles accèdent, c'est une évidence qu'elles ont toute leur place, qu'elles apportent plus, que l'intelligence collective s'améliore et qu'on a besoin d'elles. Mais on voit bien qu'il faut combattre aussi beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles. Et là, je reviens sur notre sujet de nos entreprises. C'est vrai que tu l'as dit, c'est jamais satisfaisant de faire que finalement on arrive à un objectif parce qu'on a été obligé de mettre la contrainte. C'est jamais satisfaisant. Les quotas, je crois que tu l'as dit, c'est pas ce que vous vouliez. Maintenant, on ne peut que constater que ça a quand même eu des effets. Oui. Des effets réels. Donc ça montre qu'il faut de l'incitation. Et notre rôle de commissaire aux comptes, il peut se faire à deux niveaux. Celui de la sensibilisation, de l'information, de l'intérêt de la démarche RSE, voilà, et de participer dans la démarche collective de tous les acteurs qui tournent autour de la gouvernance d'entreprise pour leur dire pourquoi ça a du sens, en quoi c'est important, en quoi ça peut leur apporter. Et puis peut-être une dimension peut-être un peu plus, je dirais, entre parenthèses contraignante, de dire, attendez, pourquoi demain, nous, en tant que commissaire aux comptes, je pense que de plus en plus, on va être challengé sur les dimensions justement extra-financières, sur la dimension RSE, et que les entreprises, elles ont intérêt à communiquer justement sur le fait qu'elles justement mettent en place un autre dispositif, y compris dans la présence des femmes dans leur gouvernance, et que ça, nous, on peut les aider à appuyer ça, parce que le fait qu'un commissaire aux comptes puisse attester ou certifier justement un certain nombre d'éléments autour justement des dynamiques, des dispositifs ou des objectifs atteints par ces entreprises, au-delà là encore de l'aspect réglementaire. Je pense qu'il faut être intelligent. L'aspect réglementaire, c'est des quotas, c'est parfois réducteur, mais les entreprises mettent en place bien d'autres choses. C'est valorisant parce que c'est un outil aussi de valorisation de l'entreprise, de son image et de sa dynamique responsable, de sa réputation. Et que si en plus la qualité de l'information qu'ils vont donner extra-financière, elle est appuyée par le fait qu'un commissaire aux comptes a dit « Mais attendez, c'est pas juste des chiffres qui sont manipulés ou je ne sais quoi, c'est des vrais chiffres et nous on les a attestés et validés. » Et donc justement, on donne de la confiance aux ces chiffres. C'est aussi créer une certaine d'émulation et finalement la promotion de l'entreprise va pousser les autres à agir. Donc il y a un effet d'entraînement et c'est là que est notre rôle justement citoyen et notre rôle de commissaire aux comptes. Pas celui de dire, celui qui sanction, c'est bien ou c'est pas bien. Celui qui dit, quand une information est fournie, on lui donne un poids encore plus fort et parce qu'elle a du sens pour la société, parce qu'elle a du sens pour l'entreprise et qu'elle sert ses intérêts. Et c'est à ça qu'on sert. On est des acteurs de la confiance. Très bien, très bien. Je te remercie vraiment Yannick. Tu sais, tes prédécesseurs ont toujours été aux côtés de l'association avec Association des experts comptables et des commissaires aux comptes, 1500 adhérentes quand même, hein, donc c'est une association qui compte. Je te remercie aussi, toi qui es président que depuis quelques mois, je note ton soutien, aussi ta volonté d'agir, agir pour la parité, vouloir montrer que cette profession peut servir d'exemple, et ensuite être dans les entreprises pour travailler, comme tu l'as dit, leur réputation, ce qui est bien pour elles, quoi, ce qui est attractif. Tu peux en compter, merci, sur notre soutien, sur notre écoute et notre participation à tous ces projets, toutes ces initiatives, parce qu'elles ont du sens et on est ravis de les soutenir. Merci beaucoup Yannick. Merci Françoise, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Je vais avoir le plaisir maintenant de recevoir Lionel Caznesi, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Lionel. Bonjour Françoise. Je suis ravie que tu sois là. Le 8 mars est une date importante pour les femmes, pour la société en général. Et je sais aussi que tu es en première ligne sur la crise économique, la crise sociale qui secoue notre pays. Et je sais aussi que tu es actif et que tu es acteur. Et je te remercie de dégager ce temps d'échange. Alors, j'ai une question que j'ai posée préalablement à Yannick, Olivier. Je vais te la poser aussi. L'ONU, qui choisit chaque année un thème pour cette journée du 8 mars, a choisi un thème cette année qui est le suivant, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Lionel ? Déjà, c'est un retour sur la situation actuelle que l'on vit avec cette crise du Covid. Et je voudrais saluer l'engagement extraordinaire des experts comptables aux côtés des entreprises pour les accompagner dans les dispositifs, pour les aider à passer cette crise. Et puis maintenant, pour préparer la relance. Depuis 2 mois, je n'ai de cesse dans les différents ministères ou les différentes administrations d'essayer de relayer cette formidable énergie de la profession. Je crois que notre profession aujourd'hui a prouvé qu'elle était au cœur de l'économie et qu'elle était un maillon essentiel de l'activité économique de notre pays. Je crois que c'est quelque chose qui est important. On doit aussi maintenant aller aussi plus loin et porter des sujets sociétaux comme la place des femmes dans la société. Et l'institution que je représente aujourd'hui essaye d'être exemplaire. On vient de sortir notre indice d'égalité homme-femme et le Conseil supérieur a un indice de 98 sur 100. Voilà. Donc je crois que c'est très important que notre profession, qui a montré déjà son importance vis-à-vis de l'accompagnement des entreprises dans le Covid, maintenant soit capable de porter aussi auprès de ces entreprises l'importance de cette égalité homme-femme. Voilà. Moi je crois que c'est quelque chose qui est capital et notre profession doit s'en emparer. Merci Lionel. Tu sais aussi que cette année, nous fêtons les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Alors, je voudrais aussi te dire que nous fêtons les 10 ans de l'association Femmes Experts Comptables, qui a été créée en 2011 pour accompagner le déploiement de cette loi. On a été un observateur attentif et on a fait récemment des propositions qui s'inscrivent dans ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire le rôle engagé citoyen de la profession comptable. Nous avons fait des propositions. Tu sais aussi que le gouvernement étudie pour la mi-mars, c'est-à-dire demain, un élargissement de la loi, s'interroge sur le fait que les femmes restent souvent à la porte des lieux de pouvoir, s'interroge sur les COMEX, sur les CODIR. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de nous, profession comptable, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des entreprises pour accompagner ce nouveau déploiement, cette nouvelle loi Copé-Zimmermann qui portera peut-être un autre nom? Déjà, je crois que notre profession, notre institution doit être exemplaire sur ce sujet. Je crois que c'est capital. Donc on doit porter auprès de nos clients aussi, les conseiller, les accompagner pour que ça se passe. Après, on n'est pas législateur. Donc c'est aussi à l'État, et via la loi et les 10 ans et les propositions qui ont été faites, de légiférer et de pousser sur ces sujets. Après, moi, je préfère les paroles, je préfère pas les paroles aux actes. Il y a les paroles qui doivent fixer un cap, et puis il y a les actes qui sont la réalisation. J'ai beaucoup entendu, par exemple, dans la campagne, pour notre profession, parler de la place des femmes, et je crois que c'est très important. Mais on va avoir, pour la première fois dans l'histoire de notre profession, les 3 plus grands conseils régionaux de France, donc Paris, Lyon, Marseille, qui à la fin de l'année vont être dirigés par des femmes. Mais non pas parce que c'est des femmes, parce qu'elles sont compétentes. Je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on soit sur les compétences. Les femmes, souvent, malheureusement, vous sous-estimez. Et donc le message qu'on doit faire passer aussi, c'est que vous avez des compétences. Si aujourd'hui, Colette Wessman à Marseille, Odile Dubreuil à Lyon, et demain, Virginie Roitman à Paris sont présidentes, c'est pas parce que c'est des femmes. C'est parce qu'elles ont la compétence pour diriger, qu'elles ont été choisies sur leurs compétences. Et je crois que c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer. On ne choisit pas des femmes pour leur genre, mais pour leurs compétences. Et moi, je crois que la profession a besoin d'Odile, de Colette et de Virginie pour aussi
appuyer, apporter quelque chose de différent, leur spécificité, mais aussi leurs compétences à la profession. Et je crois que l'après-Covid, c'est aussi ça, c'est d'être capable d'aller chercher les gens pour leurs compétences et non pas seulement pour leur genre. Tu sais, Lionel, on n'a pas aimé, je ne crois pas que beaucoup de femmes aient aimé être des femmes quotas. Cependant, est-ce que tu penses que les quotas, même si on n'a pas le goût pour, est-ce que tu penses que ça a accéléré les choses, que parfois il faut en passer par là? Tu représentes une profession qui fait le service après loi. C'est-à-dire, on est là sur le terrain, nous, experts comptables, pour expliquer la loi, pour l'accompagner, pour la mettre en œuvre. Tu penses que sans les quotas, un peu contraignants, il faut bien le dire, ou sans des déclarations un peu contraignantes, tu penses que ça peut aller plus vite? Je pense que c'est un problème de génération. Peut-être que nos parents, nos grands-parents, il y avait une vraie problématique. Moi, je crois que ma génération, et peut-être la génération qui arrive, on n'a pas de ce problème avec ça. Pour moi, un homme et une femme, c'est la même chose, c'est les compétences qui font la différence. Mais il a fallu à un moment donné qu'il y ait des lois contraignantes pour faire bouger certaines choses, c'est évident. Après, c'est sûr que être une femme quota, pour une femme, c'est pas terrible. Une femme, elle aime être reconnue pour ses compétences, pas parce que c'est un quota. Donc voilà, je crois qu'il faut faire évoluer les mentalités. Prenons notre profession. Notre profession, on est passé de 20 et quelques % de femmes inscrites à l'ordre. Aujourd'hui, on a dépassé les 30%, on a des régions qui sont presque à 50%. Donc ça veut dire que les choses évoluent. On a quand même un métier formidable, un métier d'exercice libéral, où on peut s'organiser, on peut organiser son temps, ce qui peut permettre aussi à une femme d'organiser, parce que contrairement à un homme, une femme a plusieurs vies. Elle a sa vie professionnelle, elle a sa vie personnelle, il y a les enfants, et qu'elle ne soit pas enfermée dans cette vie. Il faut aussi qu'elle puisse se réaliser dans sa vie professionnelle. Et le côté exercice libéral, où je peux organiser mon temps de travail, doit permettre aussi aux femmes de pouvoir organiser leur vie professionnelle et de se réaliser. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le maître mot de notre société, c'est ça, c'est donner du sens, être capable de se réaliser. Voilà. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu des quotas au départ, on n'en serait peut-être pas là, mais peut-être que maintenant, il faut libérer les choses et que ce soit la société qui, naturellement, fait la place à chacun ou chacune en fonction de ses compétences. Je crois que c'est vraiment très important. Ben écoute, je te remercie Lionel. Je note, comme toujours, qu'on est une profession au plus près des entreprises et que ton engagement tous les jours le prouve, notamment sur fond de cette crise terrible. Et je pense aussi qu'on a un rôle à jouer pour que la parité existe vraiment dans la vie économique. Et je sais que les experts comptables seront au rendez-vous. Je te remercie en tout cas. Merci. Et puis je te dis à bientôt, Lionel. À bientôt. Bonjour Mélissa. Bonjour Françoise. Eh bien, pour célébrer ce 8 mars, nous allons vivre ensemble une expérience extraordinaire, émouvante. Nous avons pensé, Mélissa, nous avons passé à ce moment, à organiser ce moment pour deux raisons. D'abord, nos équipes, nos clients, nous-mêmes, nous souffrons de cette crise qui dure et il ne faut sans doute pas minimiser l'impact que cette crise a sur la santé mentale. C'est donc important de travailler avec nos équipes et je sais que beaucoup d'entre vous ont invité leurs équipes à nous rejoindre aujourd'hui. Alors Mélissa, l'année dernière, en 2020, nous avons déjà beaucoup travaillé toutes les deux sur les neurosciences et l'apport des neurosciences dans le management. Alors d'abord, Mélissa est expert comptable, commissaire aux comptes. C'est une chère consoeur que j'accueille. Merci. Mais un petit peu plus, dis-nous, représente-nous ton parcours. Oui, alors moi j'ai pas voulu choisir entre l'expertise comptable et l'audit, donc j'ai décidé d'être auditeur conseil. Et aujourd'hui j'interviens auprès de mes confrères pour les accompagner parce que ce qu'ils font très bien c'est d'être présents pour leurs clients. Ce qu'ils ont des grosses difficultés à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir être présent pour leurs collaborateurs. Et donc moi, je viens quelque part créer un lien entre leur management et les nouvelles façons de s'organiser, de travailler en cabinet par le biais de ce que j'ai appelé le neuromanagement et le neuroleadership, qui nous vient donc de toutes les connaissances qu'on a sur le fonctionnement cognitif.
j'ai beaucoup apprécié le travail que nous avons fait et ce que nous continuons à faire. Tu es là pour faire ce lien entre une science dont nous allons reparler tout à l'heure et la vie en cabinet. Je voudrais aussi, pour présenter la suite de cette séquence, te poser une question. C'est la journée de la femme, c'est donc forcément aussi l'association qui agit, la FEC agit pour la parité. Est-ce que tu sais que Paris 2024, soit tu sais ce qui va se passer, Oui. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. C'est pas si loin, Paris 2024. Et puis, on a tellement besoin de perspectives. Donc, Paris 2024, les Jeux Olympiques, est-ce que tu sais que le Comité international des Jeux Olympiques a décidé que pour la première fois, ça sera donc historique, nous aurons des Jeux paritaires. Okay. Alors, toi qui es une jeune consoeur, moi, ça me parle, parité. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça te dit, ce choix du Comité international olympique? Pourquoi? Alors, forcément, la parité, c'est quelque chose qui me parle et qui résonne. Après, on pense systématiquement à la parité homme-femme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'inclusion. Et en fait, je sais que ces jeux seront paritaires, notamment en termes de valides et handicapés. Et donc, ça a d'autant plus de sens. Pour moi, quand on décide de faire quelque chose comme ça, c'est comme un objectif qu'on se met. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne comme un GPS. Tant qu'on n'a pas entré la destination, il ne sait pas dans quel sens partir. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de se dire, OK, on s'est lancé un défi, un challenge, maintenant on y va. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est bien, tu as raison, Mélissa, il faut se donner des objectifs et c'est comme ça qu'on avance. Alors, un moment un peu particulier qui va nous permettre d'accueillir Pauline Déroulède. Pauline, elle est athlète de haut niveau, elle est membre de l'équipe de France de tennis fauteuil et elle prépare activement ces Jeux Olympiques 2024. Mais avant d'accueillir Pauline, ensemble nous allons regarder ça.
Merci Pauline, merci. Bonjour. Bonjour d'abord, et merci aussi d'être là. C'est très fort ce film, c'est émouvant. On l'a regardé ensemble. C'est très joyeux aussi, Pauline. En tout cas, peut-être que c'est joyeux parce qu'il suffit de passer un peu de temps avec toi pour préparer cette émission, pour que tout de suite ce soit joyeux. Alors, est-ce que tu as envie de nous raconter ton histoire, Pauline? Avec plaisir, je suis là pour ça. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, en cette journée de la femme. J'ai fait le choix de commencer à vous raconter mon histoire à travers ces images, puisque je crois au pouvoir de l'image. Je viens du monde de l'audiovisuel. Je travaillais pendant longtemps dans le domaine de la télé. C'était ma vie d'avant. Il y a un peu plus de 2 ans. J'avais un poste d'assistante réalisatrice, dans lequel je m'épanouissais beaucoup. Et je faisais beaucoup de sport, je faisais énormément de sport. C'est vrai que ça a toujours été un moteur très fort pour moi, un pilier dans ma vie, dans mon équilibre de vie. Et peut-être que ça m'a donné une force pour la suite de ma vie. Le 27 octobre 2018, j'étais sur le trottoir, assise sur mon scooter, et j'attendais ma compagne. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là, j'ai gardé mon casque de moto qui m'a sauvé la vie. Et j'ai été percutée par une voiture par derrière. Et j'ai été projetée à 50 mètres. Et c'est vrai que j'ai tout de suite repris connaissance. C'est peut-être là le drame dans mon drame, c'est que j'ai tout vu, tout entendu. Et ça reste un traumatisme pour lequel il faut se soigner, il faut derrière. Et la première chose que j'ai vue, c'est ma jambe qui n'était plus là. J'ai eu la jambe arrachée sur le coup, en fait. Et c'est vrai que là, à cet instant précis, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Je crois que j'ai intégré tout de suite qu'il y avait une Pauline d'avant et qu'il allait y avoir une Pauline d'après. Et j'ai aussi intégré tout de suite que j'étais en vie et j'allais devoir rebondir. Donc j'ai été bien évidemment très vite secourue par des inconnus, par Tiffaine qui m'a rejoint au sol et qui a été le seul repère dans cette situation d'extrême urgence. J'ai été hospitalisée à l'hôpital militaire de Percy, qui est spécialisé dans les blessures de guerre, puisque c'est comme ça qu'on a appelé ce que j'avais, puisqu'une jambe arrachée sur la voie publique, c'est pas commun. Et la première question que j'ai posée au médecin, puisque dans ces moments-là, on se protège, le cerveau se protège, je pense, et on se dit, il va avoir une solution. Moi, dans ma tête, une jambe arrachée, ça n'existait pas. J'avais peur de tout, les accidents, le sang, l'hôpital. Voilà, j'étais dans un environnement confortable, donc c'est vrai que tout bascule à ce moment-là. Et donc, je demande au médecin, est-ce que vous allez me recoller ma jambe? Puisque je m'étais dit... avec beaucoup de certitude qu'on pouvait le faire. Et malheureusement, il m'a tout de suite dit que ça n'allait pas être possible, malheureusement. Et voilà, donc là, on plonge dans un autre monde. On se laisse porter aussi par le personnel qui nous prend en charge, beaucoup de médicaments. Et quelques heures après, en salle de réveil, quelques heures après la première opération que j'ai subie, je me suis réveillée et j'avais tout de suite mes proches, ma famille autour de moi. Et ça a été très important pour moi tout le long de ma reconstruction. Et je leur ai dit cette phrase, un peu sur le ton de la rigolade, mais c'est quand même pourtant la première phrase que je leur ai dit. Je leur ai dit, je vais faire les Jeux paralympiques en 2024. À ce moment-là, je ne savais ni dans quelle discipline, ni comment, mais ça a tout de suite été le fil conducteur de cette reconstruction et cet objectif, ce nouvel objectif de vie, puisqu'il fallait en chercher un, en trouver un d'ambitieux pour survivre. Donc je leur ai dit ça. Je pense peut-être avec le recul que c'était une façon de les rassurer, pour leur dire que j'étais la même, que j'allais m'en sortir, et qu'encore une fois, j'avais la chance d'être en vie, et que ça n'avait pas de prix. Du coup, à ce moment-là, je rentre dans une phase d'hospitalisation intensive
beaucoup d'anesthésie générale pour changer le pansement, beaucoup de douleurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, je parle souvent de l'envers du décor parce que je pense que c'est important d'en parler. Il n'y a pas que des moments joyeux. Je ne savais pas si j'avais encore envie d'être en vie dans cet état-là, avec une jambe en moins. Et c'est vrai que c'est mon entourage qui m'a beaucoup apporté. C'est l'amour de ma compagne Tiffaine qui m'a aussi sauvée. Je l'associe souvent à cet accident puisqu'on était là toutes les deux. Et c'est vrai que je pense avoir toujours été privilégiée pour avoir vécu cet événement avec elle et ne pas avoir été seule. Et comme j'étais à l'hôpital militaire de Percy, je raconte cette anecdote, la première soirée que j'ai passée, j'étais dans une détresse, forcément avec aucun repère, et le chef de service a été appelé pour me soutenir, et il m'a dit ouais, c'est vrai, il te manque quelque chose, mais dis-toi, tous les projets que tu as prévu de faire, ils sont juste reportés, c'est décalé. Et il m'a dit, tu es un de nos jeunes soldats. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu une admiration pour le corps militaire, pour les valeurs que ça véhicule, et cette phrase est restée en moi, et je me suis dit, ok, je suis un petit soldat, et la vie donne les plus durs combats à ses plus solides soldats. C'est une phrase qui m'a jamais quittée et qui m'a beaucoup portée, inspirée, puisque j'ai évolué encore une fois dans cet univers militaire. Donc on rentre dans des mois difficiles, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, avec le fait de subir cette inactivité. Moi, je devais être très passive, ne pas bouger, je tenais plus en place. C'était compliqué pour moi qui faisais minimum 2 heures de sport par jour, de rester inactive. Et puis vient, 4 mois après, le plus beau jour de ma vie, les premiers pas du reste de ma vie. Le 27 février 2019, 4 mois après, pile, j'ai pu remarcher grâce à une prothèse. Et c'est un moment fort, évidemment, que j'oublierai jamais. On n'est pas censé se souvenir de ses premiers pas, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, ça a été, je pense, le début de ma nouvelle vie, où j'ai pu reprendre possession de mon corps, j'ai pu être à nouveau active et rentrer dans un entraînement intensif, puisque j'allais vers la rééducation, et que là, j'allais pouvoir enfin faire ce que j'aime, à savoir l'activité physique, la réathlétisation, pardon. Donc voilà, ça a été un moment très important que j'ai vécu évidemment toujours avec Tiffaine, qui a été là pour moi. J'oublierai jamais mes premiers pas, parce que c'est vrai que je me fais forcément miroir avec la fois où j'étais au sol et tout s'écroule, où tout bascule, où on se dit que la vie qui nous attend, elle va pas être la même, mais qu'elle va être difficile. Et on ne sait pas à ce moment-là si on va pouvoir remarcher, on ne sait pas ce que c'est une prothèse. Moi, j'appelais ça une attelle à l'époque, j'étais complètement naïve. Et c'est vrai que ces premiers pas sont vraiment ceux du reste de ma vie. Donc je suis rentrée à ce moment-là dans une période de rééducation, entourée de combattants, de soldats qui revenaient d'opérations extérieures et qui se rééduquaient avec moi. Et ça a été finalement la partie que j'ai préférée, puisque j'ai fait énormément de sport, j'ai réappris la technique de la marche. Voilà, on pense que c'est facile, mais c'est vrai que quand c'est une extension de soi, en l'occurrence une prothèse, c'est quand même un petit entraînement à faire, mais j'étais déterminée avec toujours cet objectif de me donner les moyens de prétendre aux Jeux paralympiques en 2024. Et donc parallèlement à cette rééducation, j'ai postulé à un programme de détection organisé par le comité paralympique qui s'appelle La Relève et qui réunissait plusieurs fédérations de tous les sports, en vue de chercher des nouveaux espoirs du sport français, justement en vue de ce grand événement en 2024. Et j'ai été sélectionnée, je suis allée à cette journée avec une prothèse que je venais d'avoir, tout juste, et j'ai rencontré plusieurs fédérations de tous les sports. À la base, j'y allais pour faire du triathlon, parce que le tennis a toujours été mon sport, mais j'avais beaucoup de préjugés sur le fauteuil roulant. Et il faut savoir que le tennis en handisport, ça se fait obligatoirement en fauteuil, peu importe l'handicap, qu'on soit amputé, paraplégique, on est tous en fauteuil. Et c'est vrai que l'idée de faire mon sport dans un fauteuil, c'était très compliqué pour moi. J'avais un blocage psychologique. J'avais d'ailleurs plusieurs fois refusé cette idée de mettre au tennis en fauteuil.
Et puis ce jour-là, à ce programme de détection, il y a évidemment la Fédération française de tennis qui m'a sauté dessus, puisque j'avais un passif de joueuse valide. Et ils m'ont vendu du rêve, clairement. Ils m'ont vendu du rêve, ils m'ont dit que non seulement je pouvais faire les jeux, mais qu'il y avait une chance de médaille, qu'il y avait vraiment un coup à jouer. Ils m'ont fait la cour, ils m'ont invité à Roland-Garros. J'ai rencontré mon modèle, le champion français Stéphane Houdet, qui a été numéro 1 mondial. Et je me suis tout de suite identifiée à cet homme-là, puisqu'on a le même handicap, on a le même passif de joueurs valides. Et il m'a dit cette phrase qui a été un déclic pour moi. Il m'a dit, tu sais Pauline, moi quand j'arrive sur un court de tennis, j'arrive debout, je me mets en fauteuil pour faire mon match et je repars debout. Et ça ne te dispensera jamais d'être debout dans la vraie vie. Puisque c'est vrai que moi j'avais peut-être cette fierté de pouvoir à nouveau être debout et je voulais en profiter et je voulais l'exprimer. Et à travers ce sport, je m'étais dit peut-être que je serais que en fauteuil. Et donc il m'a dit cette phrase et c'est vrai que je me suis dit, ok, je vais essayer. Et j'ai essayé et j'ai adhéré tout de suite. C'était suffisamment physique pour moi. Au contraire, c'était beaucoup physique. Et l'aventure a démarré il y a 1 an et demi. J'ai fait les belles rencontres, notamment de ma coach qui m'accompagne depuis. Et ma nouvelle vie a démarré à ce moment-là. Désormais, je m'entraîne toute la semaine, tous les jours. 18 heures de tennis, 8 heures de préparation physique. Avec cet objectif en ligne de mire, qui est une raison de me lever chaque matin, des Jeux paralympiques en 2024. Et ce qui est ironique finalement, c'est que j'aime cette vie, je suis très épanouie. Bien sûr, si demain on me rendait ma jambe, je la reprendrais. Mais j'ai toujours voulu, au fil de ces 2 ans qui viennent de s'écouler, transformer ce drame en quelque chose d'autre. Parce que j'avais la chance d'être en vie et que j'ai tout de suite intégré que j'avais cette chance-là. Parce qu'en rééducation, j'ai vu des choses horribles et j'ai tout de suite considéré qu'il y avait 1000 fois pire que moi et que je ne pouvais pas me plaindre. Je ne devais pas me plaindre et que ça n'allait pas me faire avancer et que j'avais trouvé le sport, le tennis, comme outil, comme nouvel outil de pouvoir m'exprimer et de pouvoir à nouveau vivre différemment. Donc l'objectif, Paris 2024. Depuis peu, je suis dans l'équipe de France de tennis fauteuil et je suis ravie. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs principaux. J'ai un autre combat qui est le combat de la sécurité routière, puisque l'automobiliste qui m'a fauché avait 92 ans et s'est reposé la question des seniors au volant. Et c'est vrai qu'après avoir repris mes esprits quelques mois après cet accident, je me suis dit que c'était pas possible qu'en France on ait un permis de conduire de manière illimitée, que dans tous les autres pays d'Europe, on avait des mesures, on avait des contrôles, des tests réguliers qu'on faisait repasser aux gens et que c'était un moyen de protéger finalement la population et parce que moi je me suis toujours dit que j'aimerais pas être à ma place, en l'occurrence j'y suis, mais j'aimerais pas non plus être à la place de celui qui m'a fauché parce que personne n'a envie d'avoir ça sur la conscience. Et voilà, j'ai commencé ce combat-là qui est un combat politique. J'ai fait plusieurs rencontres de personnalités politiques. Ça a démarré à l'époque par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et ça m'a ouvert les portes sur ce monde-là qui m'était totalement inconnu, mais voilà, dans lequel il fallait que je m'engage, puisqu'il faut convaincre le pouvoir, le gouvernement, il faut les rassurer. Moi, je pense que l'opinion publique est prête à accueillir de nouvelles mesures. Et le projet de loi sur lequel on travaille maintenant, c'est un projet sur lequel on mettrait en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs. Pas seulement les personnes âgées, mais pour tous les conducteurs. Et évidemment, le plus gros chantier, c'est pour ça que c'est un long combat, mais j'y crois dur comme fer et j'ai une confiance inébranlable dans le fait que ça se fera, c'est de trouver des solutions alternatives de mobilité, de proposer d'autres moyens de se déplacer aux gens qui ne pourront plus conduire. Et ça, c'est très très important de le dire. Donc je disais tout à l'heure que je me considérais comme un petit soldat, modestement. Et là encore, je me sens investie de cette mission. Là encore, je pense que ça donnerait du sens à ce qui m'est arrivé et surtout ce qui arrive à d'autres personnes. Puisque il se trouve que j'ai été exposée médiatiquement et j'ai reçu énormément de témoignages de vie qui m'ont bouleversée. Et ça m'a donné et ça me donne encore aujourd'hui beaucoup de force parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui souffrent, qui ont souffert. Et quel que soit l'accident de vie qu'on peut rencontrer, il faut être capable, et je pense qu'en nous, on a tous les ressources pour rebondir. Moi, je dis souvent que
je me sens absolument pas plus forte que les autres. Ce qui s'est passé, c'est que dans une situation encore une fois très extrême, il se passe quelque chose, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, et ça c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout et on se transcende. Et c'est pour ça que le thème de cette conférence est se transcender après une épreuve, parce que je pense que chacun à son niveau, on peut rebondir, on peut transformer en quelque chose d'autre. Et voilà, c'est très important. Mon leitmotiv, je dirais que c'est plus le time, parce que forcément quand on a eu un accident de vie, la perspective, la vision qu'on a de la vie change. Moi, quand je vois ce que j'ai fait en 2 ans, je suis très fière, je suis très épanouie, en tout cas j'essaie de l'être. Bien sûr, je ne mens jamais, je parle de l'envers du décor, parce que c'est ok de ne pas bien aller, parfois. Mais voilà, ça ne dure jamais dans le temps, et je suis très bien entourée. En 2 ans, j'ai fait du tennis, j'ai dansé, j'ai skié, j'ai couru, j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà, je me dis que c'est une vie intense, extraordinaire, que je n'aurais certainement pas vécue si je n'avais pas eu cet accident. Encore une fois, bien sûr que j'étais très épanouie avant et que j'aurais pu rester dans cette vie-là. Mais voilà, c'est derrière moi et j'ai plus le time. Donc c'est la phrase que je me dis tous les jours. Et je pense que c'est universel de se le dire, surtout par les temps qui courent, les temps durs, les temps sont durs. Mais moi je dirais une seule chose, c'est les temps sont durs, mais tenez bon, puisque après la tempête refleurissent toujours les pâquerettes. Merci à vous. Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage ô combien positif, émouvant, enfin tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de comprendre ce mécanisme que tu as témoigné, sur lequel tu as témoigné. Il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe et est-ce qu'on est capable, nous aussi, de rebondir à des épreuves, quelles qu'elles soient. Alors pour ce faire, je vais accueillir Erwan Devez, qui est consultant en neuromanagement, neuroleadership, que vous connaissez parce que nous l'avons déjà vu au congrès de l'Ordre des experts comptables au mois d'octobre. Il est aussi, Erwan, spécialisé dans la gestion de crise. Bonjour Erwan. Bonjour Françoise. Très beau témoignage. C'était extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Il y a tellement à dire, au travers de ce témoignage. Dis-moi Erwan, il faut être un super-héros pour faire ça. Il y a des clés pour comprendre comment on fait pour ne pas tomber dans l'ambiance morose, dans la déprime ambiante, enfin tout ce qui nous pend au nez si on ne fait pas quelque chose. Il faut être un super-héros ou une super-héroïne ? Non. Il ne faut surtout pas être un super-héros. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est tellement important. Il faut arrêter d'héroïser comme ça la résilience. Parce que le risque, si l'on fait cela, il y a 2 risques en fait. D'abord, les résilients ne sont pas des super-héros. Donc il faut arrêter avec ce mythe. Et puis, si on héroïse les résilients, eh bien évidemment, on met 99% de la population sur le quai. Ça veut dire que les gens vont se dire, bon, c'est très bien la résilience, Pauline est formidable, mais moi, j'ai mes difficultés dans la période actuelle, mais la résilience ne m'est pas ouverte, ne m'est pas proposée. Donc non, la résilience, c'est l'affaire de tous. Et ça, c'est le premier message. Merci beaucoup Erwan, on va te laisser nous conduire sur ces chemins de la résilience, parce qu'on en a besoin, parce que nos équipes en ont besoin. On t'écoute. Merci beaucoup Françoise et bravo pour tout ce que vous faites au niveau de l'association Femmes Experts Comptables et puis un merci tout particulier évidemment à l'Ordre qui nous accueille aujourd'hui. Alors on va parler aujourd'hui, j'ai 20 minutes pour essayer de résumer la résilience. Alors c'est plutôt difficile mais je vais commencer par cette magnifique phrase de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un neuropsychiatre autrichien qui a été un survivant des camps de la Seconde Guerre mondiale et qui dit cette phrase magnifique, et je pense que c'est la plus belle citation exprimant la résilience: il est possible de trouver un sens à l'existence, même dans une situation désespérée, où il est impossible de changer son destin. L'important est de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation. Tout est là, tout est dit, c'est ça, exactement cela, la résilience. Alors,
on traverse depuis un an un contexte extrêmement particulier. La Covid nous a bouleversés, nous a challengés, nous a éprouvés, et on est aujourd'hui dans une situation, quand je dis nous, c'est collectivement, au niveau de notre pays, on est dans une situation difficile. En particulier psychologiquement. Alors, on est en fait, en neuropsychologie, on explique très bien ce moment clé, on est en pleine impuissance apprise. C'est quoi l'impuissance apprise? C'est un concept qui a été développé par un neuropsy américain qui s'appelle Martin Seligman, et qui, en fait, est la résultante de, vous savez, quand vous recevez des coups sur la tête, vous recevez des stimuli négatifs, mois après mois, sans avoir aucun contrôle, en ayant vraiment le sentiment que de toute façon vous ne pouvez rien faire, pour changer la donne. Et donc quand vous avez comme ça cette succession d'épreuves associée à un manque de perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas une date de sortie de crise, quand vous avez d'un côté la multiplication des épreuves et de l'autre côté l'absence de perspective de sortie de crise, eh bien vous avez un état de résignation. Il y a un moment donné où vous lâchez l'affaire. Il y a un moment donné où vous dites non mais de toute façon à quoi bon? On ne maîtrise rien. Il y a encore un autre variant qui vient de sortir hier. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. On est en plein dans ce mécanisme individuel et collectif aujourd'hui. Alors évidemment, l'impuissance apprise, eh bien, elle a un certain nombre d'effets. Alors elle va nous plonger collectivement dans un état de pessimisme ambiant. On va évidemment avoir des problématiques d'estime de soi, des phénomènes d'autodépréciation. Est-ce que je suis à la hauteur? Je suis ceci, je suis cela. Et évidemment, une baisse de motivation derrière tout cela, une baisse de motivation aussi pour trouver des solutions. On est juste fatigué, on est comme un boxeur qui se retrouverait dans les cordes. Et en plus de tout cela, évidemment, et c'est ce qu'on commence à percevoir ici et là, il faut faire extrêmement attention, nous pouvons avoir une augmentation des ressentiments, des mouvements de colère, du sentiment d'injustice, et ce qui se traduit, eh bien, la traduction dans nos métiers, dans vos métiers en tant qu'auditeur, expert comptable, et dans mon métier, on le voit bien depuis quelques semaines, il y a une augmentation assez importante, assez vertigineuse, des arrêts maladie, des personnes commencent à vriller, pour parler couramment, des personnes aussi que l'on n'attendait pas forcément. Moi, je vois très bien depuis un an, dans ma pratique professionnelle, je vois que ces dernières semaines, des managers, des leaders que j'imaginais assez solides, eh bien, à leur tour, ils commencent à donner des signes de fatigue. Alors, la difficulté, évidemment, dans ce contexte, c'est en fait de devenir l'otage. Alors, l'otage entre quoi et quoi? L'otage entre le passé, les ruminations. Vous allez vous dire, et si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et si j'avais déménagé il y a 2 ans, et si j'avais changé de boulot, etc., etc. Les ruminations d'un côté, et puis les anticipations anxieuses de l'autre. Alors c'est quoi les anticipations anxieuses? C'est notre cerveau, en fait, vous savez, il est configuré pour imaginer le pire. Le cerveau déteste l'incertitude, il a horreur de l'incertitude. Donc à chaque fois qu'il va détecter un foyer d'incertitude, eh bien, il va essayer d'anticiper l'avenir. Mais le problème, c'est que quand nous sommes, comme nous le sommes aujourd'hui, dans un contexte de crise, eh bien, nous n'allons retenir que le pire scénario. C'est-à-dire, et s'il y a un nouveau variant, et si la vaccination ne marche pas, et si ma boîte fait faillite, et si. Et c'est ce biais de négativité aujourd'hui contre lequel il faut essayer de lutter, qui nous tire vers le bas, en fait, qui nous oblige un petit peu à voir les choses sous un angle catastrophiste. Et disons-le très nettement, l'environnement ne nous aide pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu depuis un an ces décomptes macabres, matin, midi et soir sur tous les écrans. Comment voulez-vous qu'un cerveau normalement constitué arrive à survivre à tout cela? Donc il y a vraiment une dimension aujourd'hui collective par rapport à cette crise du Covid, et on va voir maintenant comment on peut essayer de rebondir, de se redresser et de repartir de l'avant, parce que c'est bien cela aujourd'hui qui est attendu
pour nous à titre personnel et aussi au niveau sociétal, hein. Vos présidents tout à l'heure ont parlé d'engagement citoyen, ils ont parlé de sens. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous y sommes, c'est aujourd'hui. Alors, la résilience, c'est quoi ? Si on veut résumer la résilience une phrase, on dirait que c'est en fait à partir d'un traumatisme, après un traumatisme, c'est initier un nouveau stade de développement. Et pour cela, eh bien, il faut arriver à modifier sa représentation mentale, en fait, de ce qui nous arrive. Et tout l'enjeu, en fait, vous savez, pour le cerveau, la réalité n'est pas si intéressante que ça. La réalité, vous savez, elle est très fluctuante, elle est très subjective. Ce qui est important, c'est la représentation mentale de ce que nous vivons. Pauline a modifié la représentation mentale de ce qu'elle a vécu depuis 2 ans pour se fixer de nouveaux objectifs. Et donc cette mise à distance, en fait, du souvenir traumatique, eh bien évidemment, c'est l'étape fondamentale de la résilience, afin de construire progressivement un récit de soi qui soit cohérent, apaisé et porteur d'espoir pour l'avenir. Et donc pour cela, eh bien, il faut se focaliser sur de nouveaux objectifs, sur de nouveaux accomplissements, sur des choses que nous n'aurions jamais faites si la crise n'était pas venue ou si le trauma n'était pas venu. Et là, on parle de croissance post-traumatique, c'est-à-dire je grandis, je m'épanouis, je m'accomplis, non pas en dépit de mon trauma, mais grâce à mon trauma. Et vous savez, moi j'ai vécu 10 ans de guerre dans une précédente vie, et je peux vous dire que les crises ont ceci de particulier qu'elles nous renvoient toujours à l'essentiel. Donc les crises sont éminemment utiles, et on peut en tirer beaucoup, et on peut progresser de façon absolument exceptionnelle à partir d'une crise. Alors, les bases de la résilience, en fait, il y a 2 leviers d'action. Quand on est face à une situation difficile, d'abord, le soutien. Le soutien est absolument primordial. Pauline l'a mentionné tout à l'heure, le soutien de ses proches, le soutien de son ami, etc. Sans cette présence sécurisante, sans ce soutien, il est difficile d'entamer un processus de résilience. Vous savez, la solitude, en général, ce qui dit solitude dit rumination et dit aggravation en fait, de nos syndromes psychotraumatiques. Donc, soutien. Et puis, immédiatement à côté, le sens. Le sens que je vais donner à ce trauma, le sens que je vais donner à mon action. Encore une fois, ce n'est pas la réalité qui compte, c'est l'image que l'on va se construire d'une situation donnée. Alors, on en parlait en tout début, une chose extrêmement importante, la résilience est tout sauf un concours de héros. Et évidemment, souvent, des profils exceptionnels comme Pauline, comme Philippe Croizon et autres sont présentés dans les médias avec un petit peu cet aspect comme ça héroïsant. Moi, je le comprends tout à fait, mais c'est un petit peu dangereux parce que les résilients sont les premiers à dire qu'ils ne sont pas des héros. Ils ne veulent certainement pas être pris comme des héros. Peut-être comme des exemples, mais certainement pas comme des héros. Donc il faut balayer cette histoire d'héroïsation et surtout, comme je le disais tout à l'heure, si on considère les résilients comme des héros, on laisse 99% des gens sur le bas-côté, sur le côté de la route, en leur disant « écoutez, la résilience, ce n'est pas pour vous ». Alors que la résilience, c'est pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles, nous avons tous différents traumas, nous avons tous des vécus, des histoires. Donc il ne s'agit pas de comparer, de se dire oui mais ça c'est moins important. Non, il s'agit de se préparer à se mettre dans les conditions optimales pour engager en fait ces processus de résilience. Alors, un point qui est très important, c'est l'acceptation. L'acceptation au sens « je prends acte de ». Moi, souvent, on me dit, et parfois, en particulier, des gens qui ont subi de très lourds traumas, me disent « mais moi, je ne veux pas accepter. Je n'accepte pas mon état. Je ne veux pas capituler. Je ne veux pas me renier. » Mais personne ne vous demande de vous renier. L'acceptation au sens de « je prends acte d'une situation nouvelle ». Tous les chefs d'entreprise depuis 1 an doivent faire cet effort de se dire « ok, la situation est différente, on va travailler autrement ». Mais si vous restez dans le déni,
eh bien, vous ne pouvez pas engager le moindre processus résilient. Donc l'acceptation, encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaite de la pensée. L'acceptation, c'est la condition sine qua non du nouveau départ. Alors, pour activer sa résilience, eh bien, il y a des freins. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, en neuropsy, des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des actions, en fait, qui facilitent le processus résilient. Alors, très rapidement, les freins, la solitude, on en a parlé, le déni, on en a parlé, l'héroïsation, on en a parlé, l'impatience aussi. Ça, c'est typiquement résilient. D'ailleurs, dans Plus le Time de Pauline, on sent cette impatience. Alors l'impatience, elle est formidable parce qu'elle peut être un moteur, mais il faut aussi s'en méfier quand on est dans des processus de résilience parce qu'elle peut nous donner une pression un petit peu trop importante et la tyrannie du temps, là, peut de temps en temps un petit peu nous mener la vie dure. Donc, on a tout le temps. On a tout le temps et je vais vous dire pour le cerveau, je vais vous donner un secret du cerveau. Plus vous allez vous extirper de la tyrannie du temps, et paradoxalement, plus vous allez aller vite. C'est-à-dire que quand vous dites, allez, moi, dans 3 mois, je dois faire ça, c'est le meilleur moyen pour bloquer le cerveau. Quand vous dites, ok, moi, je vais m'engager à 300% sur mes objectifs, et on verra en temps utile où j'en suis. Alors là, vous libérez l'énergie mentale comme jamais, et là, vous allez très vite. Donc, les tuteurs de résilience, la parole, évidemment, l'écriture, l'action. L'action est évidemment le moteur de la résilience. Et puis, il y a un autre point aussi dont je voudrais parler qui concerne l'altruisme, la coopération. Vous savez, le cerveau finalement est magnifiquement fait. Quand vous faites une action qui vous provoque du plaisir, vous avez des petites décharges de dopamine dans votre cerveau. Très bien. Vous achetez quelque chose, vous achetez une paire de chaussures, une voiture, etc. Vous aurez des décharges de dopamine. Mais plus vous allez consommer ou acheter, et plus vous allez solliciter ce circuit dopaminergique, et plus ce circuit va un peu s'éroder. Donc, vous deviendrez addict. Il faudra toujours plus pour avoir le même niveau de plaisir. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Mais dans l'activité du cerveau, il y a une seule chose qui n'est pas soumise à cette habituation hédonique, c'est quand vous aidez. Quand vous êtes dans l'altruisme, quand vous êtes dans la coopération, quand vous êtes dans l'aide inconditionnelle, eh bien vous nourrissez votre cerveau en profondeur et ça n'a aucune limite. Donc aujourd'hui, vos présidents, encore une fois tout à l'heure, ont parlé de cela, de cet engagement au sein de vos équipes, cet engagement auprès de vos clients. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension de la coopération, cette dimension de l'altruisme pragmatique, c'est-à-dire je me mets dans l'action et on va s'en sortir. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité neurobiologique. Alors, pour développer sa croissance post-traumatique, alors j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein, j'aime beaucoup Einstein en règle générale parce qu'il a tout compris 70 ans avant tout le monde et avant l'IRM fonctionnel. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. Et c'est vrai que cette période particulière, cette dernière année, eh bien elle nous oblige à élever notre niveau de conscience, à changer notre façon de voir les choses. Et en particulier sur 3 aspects, la transformation personnelle, la transformation relationnelle et la transformation spirituelle. Alors un mot sur ces 3 dimensions parce que c'est absolument très très important dans ce que nous vivons aujourd'hui. La transformation personnelle, alors évidemment on comprend bien que c'est aller chercher des forces en nous. Ça c'est assez clair. Pauline est allée chercher des forces en elle, invraisemblables, pour se remettre debout, pour remarcher, pour se lancer ce nouveau défi. Mais c'est aussi, et ça on n'y pense pas souvent, et c'est au moins aussi important, c'est aussi conscientiser ses faiblesses, les comprendre, avoir une certaine bienveillance envers sa vulnérabilité. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, les résilients ne sont pas des super-héros. Les résilients sont des gens à qui il est arrivé des choses un petit peu extraordinaires et qui font avec pour essayer de s'en sortir. Voilà ce que sont les résilients. Et donc ils ont une part de vulnérabilité qui est là
et qui est extrêmement importante. Vous savez, un parcours de résilience, ce n'est pas un parcours linéaire de bas en haut. Un parcours de résilience, on fait des progrès, après on a des petits stades, des petits retours en arrière, des moments de moins bien, mais on continue, on s'accroche. Et les échecs, les petits moments de moins bien font partie intégrante du processus de résilience. Donc il faut aussi apprendre à aimer ces fragilités, à les assumer, et à ne pas en avoir honte ou à ne pas être dans le déni. Et puis ce qui caractérise enfin un dernier point sur les résilients, c'est que les résilients, vous savez, ils refusent par-dessus tout de se victimiser. Ils ne veulent pas être réduits à leur traumatisme. Donc dans le processus mental des résilients, évidemment, c'est extrêmement fort. Moi, je parle souvent de l'orgueil des résilients. Vous savez, une chose, par exemple, en général, les résilients occupent le terrain, parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup qu'on les mette, qu'on leur pose des questions qui les gênent, ou etc., ou qui les embarrassent. Donc on va occuper le terrain. C'est une forme de défense. On va utiliser l'humour, par exemple, qui est extrêmement importante, l'autodérision qui est extrêmement importante. Je pense à mon ami Philippe Croison, qui, lui, pratique l'autodérision du matin au soir. Mais soyons clairs, c'est pas juste parce qu'il a envie de faire rire ou parce qu'il a une nature comique. C'est aussi une forme de protection. C'est aussi une forme d'essayer de tourner ça un petit peu en dérision pour aller au-delà de la souffrance, aller au-delà du trauma. Et vous savez, les résilients se cachent souvent pour pleurer. Les résilients ont cet orgueil qui vont les mouvoir, qui vont leur donner une énergie extraordinaire, mais quand ça ne va pas, eh bien, ils restent un petit peu cachés. La transformation des relations. Là, on est en train de vivre quelque chose d'absolument unique depuis un an. Vous savez, quand on est sous le feu du regard social, tiens, qu'est-ce que va penser l'autre, machin, est-ce que je suis assez ceci, assez cela, etc. On le voit dans les questions d'ailleurs de parité au passage. Quand on est sous le feu du regard social, on devient otage. On devient otage en fait du regard de l'autre. Les moments de crise, et Dieu sait si j'en ai traversé dans ma vie, je peux vous dire, les moments de crise ont cette vertu de faire voler en éclats toutes ces questions un petit peu, finalement on va tomber le masque, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est bien cela, c'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité dans les relations. On en a ras-le-bol de ces trucs qui nous ont pollué la vie pendant 20 ans. Donc on veut aller à l'essentiel. Et donc évidemment, ce mécanisme, eh bien, il va avoir pour effet de transformer un petit peu ces relations. C'est-à-dire qu'on va aller se rapprocher de certaines personnes en très peu de temps. En une conversation de 2 heures, on va se dire « Tiens, mais c'est incroyable comme j'ai des atomes crochus avec cette personne, on est sur la même longueur d'onde. » Et on va aussi se distancier, c'est vrai, d'un certain nombre d'autres personnes parce que la crise aura un petit peu modifié notre façon de voir les choses. Et donc cette transformation relationnelle, elle est à l'œuvre. On va aller, c'est une belle expression, on va privilégier les relations d'âme à âme beaucoup plus que des relations d'intérêt ou des relations de paraître. Et donc encore une fois, la crise a cette vertu-là. Donc il faut aujourd'hui, non pas, je ne suis pas bisounours ou dans le pays de oui-oui, mais il faut aussi pouvoir se dire, la crise va énormément m'apporter, va pouvoir me faire progresser et évoluer en tant que personne. Et la troisième transformation, eh bien, c'est une transformation beaucoup plus spirituelle. Regardez les discussions que nous avons collectivement depuis un an sur la vie, sur la maladie, sur la mort. Regardez à quel point nous avions oublié la mort, au principe d'être protégé de tout, avec cette illusion de se savoir de protéger de tout. Mais c'est une illusion absolue. Et aujourd'hui, effectivement, on redécouvre notre finitude, on redécouvre que nous avons effectivement une mort au bout du chemin, réelle ou symbolique, hein, évidemment. Perdre son emploi est une mort symbolique et qui est évidemment importante à traiter. Et donc là, derrière tout cela, eh bien, se dessine quoi? Se dessine la question du sens. Le sens de mon action. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je vais apporter à mes équipes, à ma famille, à mes proches, à mon entreprise, à mon pays, à la planète? Et ces questions fondamentales que l'hyperconsommation avait un petit peu mis de côté,
aussi une espèce de un comportement un peu individualisme, un hyper-individualisme avait mis de côté. Ces questions, elles reviennent à la surface. Tant mieux. Il était temps, il était plus que temps. Donc aujourd'hui, cette crise va effectivement nous faire évoluer et dans le meilleur des scénarios, peut-être, va nous permettre d'élever notre niveau de conscience. Un dernier mot, et après je m'arrête là parce que je suis toujours très bavard, sur la pensée positive. Vous savez, en France, on aime bien ricaner. On sait tout sur tout. La pensée positive, ça fait souvent sourire. On se dit, moi-même, quand je vais dans les entreprises et que je parle de la pensée positive, parfois, je vois très bien certains des jeux qui se disent, oui, bon, c'est encore des histoires de développement personnel, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est pas très sérieux. La pensée positive, vous savez, les meilleurs centres de recherche en neurosciences depuis des décennies travaillent dessus pour savoir quelles sont les traductions au niveau neurobiologique, au niveau structurel. Qu'est-ce que ça change dans le cerveau d'avoir un biais positif sur les choses? Et on s'est aperçu que non seulement quand vous avez un biais positif sur les choses, vous transformez le fonctionnement de votre cerveau, mais vous transformez aussi la structure de votre cerveau. C'est-à-dire que vous allez modifier votre cerveau de l'intérieur en ayant ce biais positif. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'être dans le pays de oui-oui, bisounours où tout va bien. On sait bien que ce n'est pas le cas. Mais il s'agit aujourd'hui de refuser ce jeu pervers du pessimisme, du catastrophisme ambiant qui nous est proposé à longueur de journée sur les télés d'information continue, sur les réseaux sociaux, etc. Il faut dire non. Parce que si nous n'avons pas cette force-là, nous allons polluer nos cerveaux et ils seront incapables de se mettre dans l'étape d'après, c'est-à-dire le rebond. Donc la pensée positive, structurée, sérieuse, aboutie, j'allais dire, elle est extrêmement importante pour aborder cette nouvelle période. Et un dernier mot, et je finis là-dessus. Je suis obligé de faire une référence aux stoïciens. Vous savez, ce qui est formidable aussi dans notre époque, c'est que on voit à quel point la pensée, par exemple, de certaines philosophies antiques est d'une actualité absolument extraordinaire. Je vous encourage tous à relire Épictète, à relire les stoïciens qui avaient tout compris du cerveau avant tout le monde. Et je vais conclure avec cette phrase de Marc Aurèle: « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Ne perdez pas votre énergie. Elle est précieuse, elle est entamée depuis un an. Donc, focalisez-vous uniquement sur l'action positive, résolue, qui va vous faire avancer. Arrêtez de perdre votre temps avec ces flux anxiogènes qui détruisent votre cerveau à petit feu et attaquez-vous, comme le disent les stoïciens, sur ce que vous pouvez changer concrètement dans votre vie de tous les jours. Merci à tous. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette réunion, de cette rencontre, et on ne laisserait pas partir nos invités, n'est-ce pas, Mélissa? C'est pour ça que tu as dit, il faut absolument, j'ai encore quelques questions à leur poser, alors vas-y. Alors, moi, je vais commencer. Déjà, merci Pauline pour ton témoignage. Alors, pour beaucoup de gens, je pense que le 27 octobre ne veut rien dire. J'ai bien compris que pour toi, c'était une date marquante, et pour moi aussi, en fait. C'est marrant, quand on rencontre une personne comme ça, on se dit... qu'est-ce qu'on va trouver comme point commun? Parce qu'il y a quand même, Erwan, je suis désolée, ce côté super-héroïne. Et en fait, quelque part, moi, c'est mon anniversaire et j'ai l'impression que c'est le premier jour de ta deuxième vie. Oui, c'est un nouvel anniversaire maintenant que je fête. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on aura en commun pendant longtemps. Voilà, ce que j'avais vraiment envie de te poser comme question, et je pense qu'on pourra avoir l'avis d'Erwan sur ça, c'est que tu dis qu'il y avait vraiment cette phase difficile de te dire je me bats parce que j'ai envie de vivre, c'est indéniable, mais est-ce que j'ai envie de vivre comme ça sans ma jambe? Et en fait, comment tu fais pour faire ce deuil? Parce que quelque part, j'imagine que c'est ça le plus difficile. Donc ce que je voudrais, c'est que tu nous dises comment tu as fait et qu'Erwan après enchaîne sur comment, d'un point de vue purement cérébral, comment on peut faire son deuil quelque part plus vite. Le processus de deuil est toujours en cours. Je dirais que c'est un long chemin de vraiment, encore une fois, de reconstruction. Moi, ce que je constate, c'est que je ne suis pas la même
que celle que j'étais il y a un an. Donc le temps fait son effet, ça c'est quand même une réalité. Et voilà, je pense que j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont aidé à voir cet accident différemment. Mais l'année dernière encore, j'étais très en colère, puisque Erwan en a parlé, la moindre mini-injustice me faisait vraiment vriller, pour reprendre ton expression. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre, parce qu'on en voit partout, l'injustice elle est vraiment partout dans notre monde, mais il faut arriver à temporiser, il faut arriver à se calmer aussi. Donc c'est vraiment une reconstruction de tous les jours. Moi, le sport est un moyen d'expression dans lequel je m'exprime pour le coup, et je pense que le deuil, j'arriverai à le faire dans quelques instants, je l'espère. Voilà, donc c'est un long chemin, et peut-être qu'un jour je pourrais dire que je suis en paix. Et peut-être que ça sera le jour où j'aurai remporté la médaille d'or à Paris, peut-être que ce sera le jour où le projet de loi pour les tests d'aptitude à la conduite passeront. Voilà, c'est des étapes à passer. Oui, alors ce qui est important en fait, c'est que la résilience, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire que c'est un processus qui évolue dans le temps, c'est pas on-off. Et qu'il y ait des moments difficiles, qu'il y ait des moments de colère, d'injustice, etc., c'est tout à fait normal. Et elle en aura probablement pendant tout le reste de sa vie. Mais c'est pas très grave si, à côté de cela, il y a d'autres moments autour du sens, le sens de son action. Par exemple, Pauline était il y a quelques jours avec des petits bouts dans une classe primaire qui était complètement à fond et qui voyait Pauline comme, alors là pour le coup, l'héroïne invraisemblable. Vous vous rendez compte ce que ça fait, cette expérience-là? Ces petits-là qui étaient des dizaines et des dizaines, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Et donc, quand, au travers de notre traumatisme, on arrive à transformer cette souffrance, c'est ce que disait Frankl, cette souffrance en réalisation, ça, jamais Pauline ne l'aurait fait si il ne lui était pas arrivé cet accident. Donc le sens, l'utilité va prendre le relais de la colère et de la souffrance. Et progressivement, mais encore une fois, il ne faut rien heurter, il ne faut rien dissimuler. Il faut accepter les moments moins bien et les moments, mais progressivement, ça va s'inverser. Et les réalisations, dans 3 ans, quand nous serons pas très loin d'ici, en train de voir Pauline sur le podium avec sa médaille d'or, eh bien, Pauline, évidemment, se dira que c'est quand même, c'est pas rien. Et nous aussi, on se dira que c'était quand même pas rien. Et l'Ordre, l'association des femmes experts comptables, on aura tous en mémoire le moment que nous passons aujourd'hui, parce qu'on se dira qu'on y est aussi un tout petit peu pour quelque chose, on aura quelques grammes de la médaille. Et donc, pour revenir plus sérieux, c'est le sens que l'on donne à son action, c'est la représentation mentale de son trauma. Encore une fois, le cerveau n'a pas une image très réelle de la réalité. La réalité, on la transforme, on la modifie, les souvenirs se modifie en permanence dans le cerveau. Donc c'est vers cela, c'est vers cela qu'il faut aller, et le chemin parcouru par Pauline en si peu de temps est exceptionnel. Elle n'en a pas conscience parce que c'est encore très récent, mais avec un petit peu de bouteille et d'expérience, je peux vous dire que le chemin qu'elle a fait est tout bonnement exceptionnel. Je me permets d'abréger parce qu'on n'a plus le time. C'est une expression que j'aime beaucoup parce que je suis souvent, je pense comme toi et comme beaucoup dans le métier, par Mons et par Vaux, entre des trains, des rendez-vous clients. Et en fait, je voulais savoir, parce que tu te dis épanoui et ça se voit, comment tu fais pour être dans l'instant alors que tu as l'air d'être tout le temps à 10 000 et que quelque part pour moi l'épanouissement vient du fait qu'à un moment on arrive à se dire ok, là je suis dans l'instant et je profite pleinement. Parce que, alors ça a toujours été dans ma nature d'aller à 10 000, mais je pense que ça me tient en vie et c'est ce qui m'a sauvée aussi peut-être au moment de cet accident. Je suis quelqu'un d'entière et donc quand je fais quelque chose, quand je m'investis dans quelque chose, pour le coup je suis vraiment là, je le fais pleinement, ce qui ne m'empêche pas derrière de faire autre chose, quelque chose d'autre pleinement, rien à voir. Quand je vois mes journées parfois où je passe du cours de tennis à un rendez-vous avec un ministre, c'est vrai que parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est ça qui est nourrissant et Erwan en a beaucoup parlé, on veut donner du sens, on veut être utile, on a une nouvelle mission et moi c'est vraiment ce qui m'aide à me réaliser de jour en jour et voilà, c'est mon essence, c'est mon moteur de vivre à 100 à l'heure, ça rime en plus. Merci Pauline. On va te laisser conclure sur ça parce que je pense que c'est... Oui, c'est un beau message. Eh bien, on va se quitter, mais pas finalement si longtemps, pas pour si longtemps. Je vous donne rendez-vous notamment sur l'espace privé de l'association où vous pouvez retrouver Erwan Devez
dans des capsules vidéo qui vont pouvoir vous tenir encore sur ces bonnes ondes positives qu'il nous a transmises aujourd'hui. Donc rendez-vous sur notre site où tu produis des écrits et aussi des vidéos. Rendez-vous aussi avec Mélissa, avec qui nous animons des ateliers sur l'apport des neurosciences, notamment dans le management. Rendez-vous aussi avec Pauline, parce que je vous donne rendez-vous pour rejoindre le comité de soutien de Pauline JO 2024. Écrivez-nous. Si vous voulez, les cabinets qui sont à notre écoute, si vous avez envie d'accompagner Pauline, si vous avez envie qu'on se retrouve en bas du podium avec la médaille d'or, un tout petit peu, comme l'a dit Erwan, écrivez-moi, on verra comment on peut soutenir Pauline. Moi, j'ai envie que ça continue. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Et vive la fête, célébrons ensemble la Journée internationale des droits des femmes. Merci à vous. Merci à vous.